Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter sur France 24, émission exceptionnelle consacrée à la Première Guerre mondiale, dans un lieu exceptionnel lui aussi, puisque dans cette clairière de Retonde où nous nous trouvons dans la forêt de Compiègne, à une centaine de kilomètres de Paris, et bien c'est là qu'a été signé le 11 novembre 1918 l'armistice mettant fin au premier conflit mondial du XXe siècle. Un conflit qui allait voir l'Europe s'embraser et ses frontières se redessiner, un conflit terriblement meurtrier. C'était il y a 100 ans, tout juste, et c'est cette histoire que nous allons vous raconter dans ce document signé Alexandra Renard et Yves Irvine pour France 24. Reçu à l'hôtel de ville de Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand vient d'échapper à un attentat à la grenade. Quelques dizaines de minutes plus tard, 2 balles et l'Europe bascule dans la guerre mondiale. Le 28 juin 1914, Gavrilo Princip, étudiant nationaliste serbe de 19 ans, vient d'assassiner l'héritier de l'Empire austro-hongrois. Dans les journaux viennois et allemands, c'est le gouvernement serbe qui a fourni l'arme. L'Autriche, grande puissance, ne peut laisser cet acte impuni. 1 mois plus tard, elle déclare la guerre à la Serbie, petite nation insoumise, protégée par la Russie. S'enclenche alors l'engrenage infernal des alliances. D'un côté, Autriche, Allemagne et Italie. De l'autre, Russie, France et Royaume-Uni. Vous avez un climat où tout le monde suspecte l'autre de vouloir la guerre. Et c'est ce climat de peur qui conduit à la course aux armements, qui conduit elle-même à la guerre. Man darf auch nicht vergessen, die ganze Vorkriegssituation war ja sehr angespannt. Es hat immer wieder Krisen gegeben. Wo Frankreich, Russland und Großbritannien gegen Deutschland agiert haben. Und das führte dazu, dass man sich in einer verhärteten Einkreisungsposition befand, also ein Einkreisungssyndrom verinnerlicht hatte. Prise en étau, l'Allemagne, alliée de l'Autriche, décide la mobilisation générale de son armée. Le 1er août 1914, elle déclare la guerre à la Russie, puis à la France, 2 jours plus tard. Par la mécanique des alliances, des empires et des colonies, la guerre devient automatiquement mondiale. Par bateau, à cheval, en vélo, à pied. Des 5 continents, des millions d'hommes accourent. Ils partent joyeux. Pour tous, la guerre est légitime et elle sera courte. Mais dès le 3 août 1914, l'Allemagne envahit le Luxembourg et la Belgique. Son plan, contourner la défense française et l'écraser rapidement pour se concentrer sur la Russie. Mais les Belges résistent 15 jours. Le 20 août, le petit pays tombe aux mains des Allemands. Ils foncent vers Paris, une progression fulgurante et extrêmement meurtrière. Le 22 août 1914, ils abattent 27 000 soldats français. Ce fut et reste le jour le plus sanglant de l'histoire de France. Le 2 septembre, les forces allemandes ne sont plus qu'à 45 km de la capitale. Si les Français reculent davantage, Paris sera perdu. Le génie des Français, ce n'est pas l'organisation, mais c'est l'improvisation. C'est l'idée finalement qu'impossible n'est pas français, qu'on se croit au fond du trou, et puis non, il y a un sursaut, et les taxis de la Marne, c'est le symbole de ce sursaut. Le 7 septembre 1914, 6 000 soldats, toujours en pantalon rouge et sans casque, sont déposés au front dans ces taxis réquisitionnés. La contre-offensive est lancée. Les aviateurs français ont repéré un retrait des troupes du front allemand. Enivrée par son succès, l'Allemagne a démobilisé 2 de ses armées pour les envoyer sur le front oriental. Une brèche inespérée d'une trentaine de kilomètres. Français et Britanniques s'engouffrent, c'est la bataille de la Marne. Sur 225 km de ligne de front, les 2 camps découvrent alors la guerre industrielle. In static positions, and particularly at the Battle of the Marne, artillery can fire shells at enormous rates. A French artillery battery is firing literally 100 shells a minute. I mean, each gun can fire 20 shells if it really moves fast in that amount of time. To advance over open ground is to run enormous risk and to run the risk of death. Aucune des armées n'avait jusqu'ici mesuré la puissance colossale des armes nouvelles. Les hommes tombent par dizaines de milliers chaque jour.
Le 10 septembre, les Allemands n'avanceront plus. L'artillerie des Alliés n'est pas assez puissante pour faire reculer l'ennemi jusqu'à la frontière. La guerre de mouvement se transforme en guerre de position. Pour survivre, les armées s'enterrent fiévreusement. Und das war eine ganz normale Selbstschutzreaktion der Soldaten, die sich in Granattrichtern, Deckung suchten, die sich versteckten. Und aus diesem Selbstschutz kam dann im Grunde genommen dieses Verteidigungssystem mit Verbindungsgräben, mit Quergräben, ein tief gestaffeltes Grabensystem. Und diese Gräben, das sind nicht nur einfach Schützengräben gewesen, sondern das ist eine Unterkunft gewesen für die Soldaten. Après la bataille de la Marne, les armées s'immobilisent. Reste le nord, espace libre à conquérir. S'engage alors une course à la mer. À chaque fois, le même choc frontal de millions d'hommes et de métal. La ligne des tranchées s'allonge en continu. Elle se fixe le 11 novembre 1914, de la Suisse à la mer du Nord, sur 800 km. On se représente traditionnellement la vie dans les tranchées comme une succession d'assauts, mais ce n'est pas du tout cela. La plupart du temps, les assauts sont assez rares. C'est tenir sous les bombardements et c'est attendre. On attend la relève, on attend la distribution du courrier, on attend la soupe, on attend la permission et puis on attend la paix. 5 mois après le début de la Grande Guerre, guerre qui devait être éclair et qui s'éternise, les soldats ont perdu tout espoir de rentrer pour les fêtes. Mais à certains endroits du front, l'incroyable se produit. Le soir de Noël, dans les tranchées allemandes, ce ne sont plus les canons qui retentissent, mais le chant des soldats. Spontanément, Allemands et Alliés fraternisent. Les ennemis s'échangent cigarettes, friandises, alcool. Ils jouent au ballon. Acte héroïque pour les uns, traîtrise pour les autres. Quelques heures plus tard, le déluge de feu reprend. Bientôt, il n'y aura plus de munitions. They have to convert from peacetime production to wartime production, from making things that are not vital to the conduct of war to making things that are vital for the conduct of war. And the manifestation of this above all else is the shortage of shells in the winter of 1914-15. La production industrielle est au plus bas. Presque tous les ouvriers ont quitté les usines pour rejoindre le champ de bataille. Et pourtant, il faut tenir. La guerre devient alors totale. Au front, les généraux rationnent le nombre de tirs par soldat au strict minimum. À l'arrière, les femmes prennent la main. Celles des campagnes sont envoyées au champ pour assurer l'alimentation de tous. Celles des villes remplacent les hommes dans les usines, dans les fabriques d'armement, où il leur faut produire 100 000 obus par jour. On les appelle les munitionnettes. Leurs enfants aident à la tâche. Tous travaillent tous les jours pendant 11 heures. Les femmes sont aussi marraines de guerre, aides-soignantes, infirmières. Chacune s'investit corps et âme. La double prix Nobel Marie Curie ira elle-même au front tester son invention. Marie Curie a créé des ambulances dotées de matériel radiographique qui pouvaient se déplacer sur le front et qui aidaient ainsi les médecins dans leurs opérations. Cette guerre est aussi un grand laboratoire d'essais pour reconstruire et pour détruire, en masse si possible. Au printemps 1915, l'horreur franchit un palier. Les Allemands utilisent une nouvelle arme, l'attaque chimique. It's first used on the Western Front in April 1915 with devastating effect. Ja, gerade die ersten Gaseinsätze sind ja durch Abblasen. Man musste erstmal auf den Ostwind warten, um überhaupt angreifen zu können. Später ist man dazu übergegangen. Und was passierte, wenn der Wind sich drehte? Ja? Was passierte dann? Dann wurden die eigenen Soldaten sozusagen in Mitleidenschaft gezogen. Contre ces gaz, les Alliés se muniront au début de simples masques de coton et de lunettes. Puis ils se protégeront avec des masques respiratoires. Au total, plus d'1 million de combattants ont été intoxiqués et près de 100 000 en sont morts. Depuis l'hiver 1914, Français et Allemands maintiennent leur position. En sous-main, les états-majors élaborent la manière de porter le coup décisif. L'armée allemande attaque la première. Elle opte pour Verdun en février 1916. Le site est sur la route de Paris. Il est mal défendu. À la veille de l'attaque, les Allemands massent 150 000 hommes et 1200 pièces d'artillerie. Face à eux, 30 000 Français et 250 canons. À Verdun, on a atteint un niveau de violence inégalé. Wurde einfach abgeschlachtet
Und es hat diesen heroischen Kampf Mann gegen Mann gar nicht gegeben. Der Gegner war unsichtbar. Le 21 février, c'est 1,5 million d'obus qui se sont abattus en l'espace d'une journée, moins d'une journée, sur un tout petit secteur de 12 km. C'est une nouvelle stratégie que les Allemands sont en train d'opérer, c'est-à-dire écraser l'ennemi sous un déluge de feu. 80% der Soldaten sind durch Artillerie ums Leben gekommen. Das heißt, sie haben den Gegner nie gesehen. Sie sind von einer Granate getroffen worden oder sie sind durch Granateinwirkung ums Leben gekommen. Pendant 300 jours et 300 nuits, 26 millions d'obus s'abattent sur Verdun et les alentours. Les hommes sont tués debout, presque immobiles dans leurs tranchées pleines de boue et de sang. Une boucherie pour un résultat militaire nul. Les Français ont résisté pied à pied. Les troupes allemandes sont refoulées sur leur position de départ. 300 000 hommes ne se relèveront plus. L'engagement des armées est alors total. Le nombre de pays belligérants s'accroît. Les théâtres de conflit se multiplient, dans les airs, sur la mer. Mais c'est sur terre que le destin de la guerre se joue. La France, prise dans la tourmente de Verdun, a dû confier le commandement aux Britanniques pour la gigantesque offensive sur la Somme, qui devait être pour la première fois commune. The Battle of the Somme opens on the 1st of July. The British Army suffers the heaviest losses in a single day that it has ever suffered, just short of 20,000 killed and a total of nearly 60,000 casualties in all. 6 jours plus tôt, du 24 au 30 juin 1916, des orages d'acier britanniques pilonnent en continu les positions allemandes. Le plus long bombardement jamais réalisé. On a tellement bombardé depuis quelques jours le front de la Somme qu'on est persuadé qu'il n'y a plus personne de vivant en face. C'est pour ça que l'on monte à l'assaut le fusil à la bretelle, on tape dans des ballons, on imagine qu'il n'y a plus personne en face. Sauf que les Allemands, ils ont creusé des abris souterrains bétonnés parfois à 10 mètres de profondeur, ce qui fait qu'ils n'ont pas eu tant de pertes que cela. Et quand cela ne bombarde plus, eh bien, ils remontent et ils installent leurs mitrailleuses. Et là, c'est le grand massacre. Une véritable catastrophe nationale pour les Britanniques. Les Allemands, eux, n'ont perdu que 6 000 hommes. En septembre 1916, cette fois, les chars sont de la partie. Mis au point par les Britanniques, ils sont utilisés pour la première fois au monde. Ces tout premiers prototypes de 28 tonnes n'ont cependant pas l'effet escompté. Die Panzer waren viel zu langsam, sie sind 3 km/h oder so, haben sie sich fortbewegt wie urtümliche Erdkröten. Ja, also das war noch keine schlagkräftige und dynamische Waffe, die sozusagen richtig in die Tiefe vordringen konnte. La bataille de la Somme prendra fin le 18 novembre 1916. Sans vainqueur, ni vaincu. Le bilan militaire est à nouveau quasi nul. Seuls quelques kilomètres grappillés vers l'est. Mais les pertes humaines sont considérables. Britanniques, Français, Allemands, plus d'1 million de morts en moins de 5 mois. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. 1917 arrive. La lassitude, l'usure s'installe. La France est à bout de force. On est tous condamnés, on est des sacrifiés. Mais les états-majors s'obstinent. Le 16 avril, ils lancent une nouvelle offensive massive en Picardie. Le chemin des dames n'est pas la plus grande bataille de la Grande Guerre ou le plus grand massacre de la Grande Guerre, mais c'est le massacre de trop. C'est 100 000 pertes, 40 000 morts. Et donc, si elle occupe une place dans notre mémoire, c'est parce qu'à un moment donné, les soldats, après cette bataille, ont dit stop. Il y a ces fameuses mutineries des poilus qui disent on veut bien mourir, d'accord, mais mourir pour rien, ça, non, on en a assez. Le massacre du chemin des dames provoque la pire crise morale qu'ait connue l'armée française. De plus en plus de soldats refusent de finir en chair à canon en première ligne. Ils se mutinent par dizaines de milliers. Une cinquantaine en paie le prix fort, exécutés pour l'exemple par leurs propres frères d'armes. Cette même année, alors que les Français ont atteint leur limite de résistance,
les Américains, jusqu'ici neutres, entrent dans le conflit. Les sous-marins allemands ont coulé 35 de leurs navires. Les jeunes soldats débarquent en France. C'est la première fois que les États-Unis s'engagent dans un combat à l'extérieur de leur pays. Une implication décisive sur ces derniers mois de guerre, où tout se joue sur le moral, le matériel, le ravitaillement, le contrôle des routes maritimes et des ports. Pour les Allemands, il y a urgence. Entre mars et juin 1918, ils perdent 1 million d'hommes. Leurs bataillons sont réduits des 2/3. Dans un suprême effort, leur haut commandement joue son va-tout et lance 5 offensives. Jamais les armées alliées ont été aussi près de la défaite, mais mieux coordonnées, elles résistent. Fin septembre, les Allemands jettent l'éponge. Germany collapses because it's under pressure on several fronts, and it's under pressure at home, and it's under pressure on the battlefield. Ils ne peuvent plus se nourrir, ils n'ont plus assez d'essence, ils n'ont plus assez de fer, ils n'ont plus assez d'ouvriers, ils n'ont plus assez de soldats. Der Krieg ist endgültig verloren, als die deutsche Frühjahrsoffensive 1918 scheitert, als über 2 Millionen Amerikaner in Frankreich kämpfen. Die Gegenoffensiven der Alliierten ab Juli 1918 werden erfolgreich und damit ist der Krieg im Sinne einer Unmöglichkeit, ihn weiterzuführen, noch beendet. L'armistice est signé le 11 novembre 1918 à 5h15. En pleine forêt de Compiègne, les Alliés et une délégation allemande réunie dans ce wagon-restaurant actent la fin des combats. Une défaite sans capitulation de l'Allemagne. 10 millions de morts, mais pour tous, cette guerre devait être la der des der. Scène de liesse populaire succédant donc à l'annonce de cet armistice signé ici même, dans ce wagon, le 11 novembre 1918, par le maréchal Foch, notamment commandant en chef des armées alliées. Et pour tous, c'était l'espoir que cette guerre si meurtrière soit la der des der. Répit de courte durée, on le sait, puisque ici même, sur cette table, en 1940, un Adolf Hitler triomphant venait signer un autre armistice et il avait choisi naturellement ce lieu pour effacer l'humiliation allemande de 1918, mais c'est une autre histoire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci au Musée de l'Armistice de Compiègne de nous avoir accueillis. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.